Bonjour à tous, messieurs, et bienvenue dans Sa Roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, enfin de te retrouver, Pierrot, parce qu'il nous manque déjà Nico. Donc aujourd'hui, pour l'émission, on aura uniquement le TER de Clermont-Ferrand, et il n'arrive pas toujours à l'heure. Pierrot, comment ça va? Bah, ça va plutôt pas mal, un petit peu fatigué, mais c'est pour la bonne cause parce que le TR de Clermont-Ferrand allait faire un petit tour vélo ce matin. Coupure, j'imagine. Coupure, semaine prochaine, donc je profite, des derniers jours pour, me promener, faire du tourisme, voilà, Bon, écoute, ça nous intéresse, mais pas tant que tranquillement. ça. Euh, ce Ouais, qui, ce qui nous intéresse, Pedro, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde du vélo. On va pas parler de fusion aujourd'hui, peut-être plus tard. On va surtout s'intéresser au Tour de Lombardie qui arrive ce samedi et surtout aux semi-classiques italiennes qui ont eu lieu il y a quelques jours. Le programme, le sommaire, le menu, tu le connais. Semi-classique italienne, on va faire un petit conseil de classe et je vais remplacer Nico qui est, oui, et oui, Nico il est parti en Lombardie, il est parti voir le Tour de Lombardie et faire un coucou à Thibaut. Vénard qu'il est, donc on lui fait un petit coucou. Cette émission, elle est pour lui. Et ensuite, bien sûr, on abordera le Tour de Lombardie. Je te ferai un petit résumé du parcours, ça te fera pas de mal. Et ensuite, eh ben, tu me diras si Poggi peut réaliser le triplé après sa victoire en 2021-2022. T'es OK pour ce programme? tout un programme. Effectivement, je tenais à saluer la qualité de notre reporter Nicolas Delis qui fait du terrain lui et qui est sur place. Et ouais. Donc, chapeau à lui. J'espère qu'on aura des petites infos, des petits tuyaux, par rapport à la course. Ah, le connaissant, il devrait finir la soirée avec Thibaut Pinot. Capable. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le conseil de classe de ces semi-classiques italiennes. Et bien, je suis revenu sur les 10 derniers jours. Et il y en a eu quatre à peu près de ces semi-classiques italiennes. Je te donne vite fait les podiums. Coppa Bernocchi, Van Aert qui gagne devant Albanese et Bajoli. Coppa Agostoni, Formolo du AE qui gagne devant son compatriote du AE Hirschi et troisième notre français Victor Lafay de la Cofidis. Le Tour d'Émilie, qui fait pas partie du triptyque lombard, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, voilà, les connaisseurs apprécieront. C'est Roglic qui gagne devant Pogacar, un sprint magnifique de Roglic, et c'est Simon Yates qui complète le podium. Et enfin, les trois vallées varésines, la course qui a eu lieu récemment, c'est Van Wilder qui s'impose devant Richard. Richard qui? Richard Carapaz. Et troisième, Vlasov, le russe de la Bora. Cela étant dit, maintenant, on va passer au conseil de classe. Tu connais le principe, je pense que les gens le connaissent. Tu vas me donner tes avertissements, tes encouragements et tes félicitations. Et en absence de Nico, j'ai dû le remplacer, donc je vais présenter. Je vais aussi devoir m'exprimer, ça va être peut-être un peu dur. Je connais pas grand-chose au vélo, mais on va essayer quand même. Je te propose tout de suite de commencer par ce qui fait mal. On va distribuer les notes dans l'ordre inverse. Les avertissements. Ah bien! Les avertissements, moi j'en ai mis trois parce que je suis sévère. Toi, t'en as mis qu'un seul. On va commencer par toi. Tu as mis les cyclistes français. Après, je développerai les miens. Enric Mas, les cyclistes italiens pour moi et Pogacar, dans l'ordre d'importance. Je te propose de commencer par développer et après on s'attaque à la suite. OK. Bah, je suis peut-être un petit peu sévère, mais tu as évoqué d'ailleurs, Lafay qui a fait, une très belle place. Mais hormis, notre ami, Victor, bah, les Français sont pas au rendez-vous. Ça joue sur du second, enfin sur du deuxième voire du troisième rideau sur les courses que tu as citées. Donc moi je suis clairement déçu parce que et je l'avais pas capté tout de suite et c'est en faisant mes recherches sur, Pro Cycling Stats qu'en fait tout le gratin du cyclisme français est bien présent. Alaphilippe, Pinot, Bardet, Grégoire, Barguil, Champoussin, Lenny Martinez, Guillaume Martin. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde, en tout cas sur ce type de course et force est de constater qu'en termes de résultats, c'est pas génial et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec, ce que je désignerais comme étant la récente dégradation de la place de la nation France au rang des nations, du classement des nations mondiales, avec un impact quand même, direct dès l'an prochain sur les JO. Puisque comme tu le sais ou non, je sais pas, enfin moi je l'ai appris récemment donc je vais pas faire trop le malin non plus, que le nombre de coureurs au maximum serait de 4 uniquement pour les équipes qui sont dans le top 5 mondial. Or la France, est rétrogradée en 6e position
ce qui voudrait dire 3 coureurs. Donc je te laisse imaginer une course avec 3 coureurs au départ. Ça dans tous les cas, même 4, ça va être quand même assez atypique comme course, mais avec 3, ça sera encore, plus Ouais, difficile. une Mais là, course je m'égare de un petit peu. une course de cadet. Bon alors ouais, je vais Ouais. te demander un petit peu sur ces cyclistes français. Est-ce qu'il y en a qui te déçoivent plus que d'autres? Il y a quand même, Barguil qui sort un peu du lot, je trouve, sur ces et puis Victor Lafay qui nous a fait, un podium. Ouais, non, mais je parle de façon générale, parce que je sais que vous aimez bien parler des Français, on est parfois un peu chauvin. Il faut dire quand ça va, il faut aussi dire quand ça va moins bien et là, en l'occurrence, bah, ouais, ils Tu sont parles, clairement pas acteurs, je te donc coupe. c'est un petit peu difficile, ouais. Je te coupe, tu parles vraiment de, parce que bon, il y a quand même Christophe Laporte, mais tu parles vraiment des courses, avec, voilà, des côtés puncher ou alors, de haute On est bien montagne? d'accord sur un profil de course, montagne ou puncher, OK. j'ai dit que tout le monde était là, il y a pas Laporte, il y a pas Cavagna, il y a des mecs qui, sur d'autres terrains, peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais sur ce type de profil, bah, j'estime qu'il y a à peu près tout le monde et je m'excuse si j'en ai oublié un. Mais je trouve qu'en l'occurrence, ouais, quelqu'un comme Alaphilippe, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir, un peu plus haut, dans les classements, mais force est de constater que c'est difficile et ça vaut aussi pour les autres. Barguil est présent, Barguil fait ce qu'il peut, je pas grand chose à lui reprocher. Mais après, bah, Pinot, transparent. Alors certes, après voilà, il a chuté il y a pas si longtemps, donc j'entends, hein, qu'il y a parfois des circonstances atténuantes. Mais Bardet, Guillaume Martin, voilà, je pense qu'ils pourraient faire mieux, ils ont déjà fait mieux. Donc, il me semble qu'on va parler du Tour de Normandie après. Je suis pas forcément très enthousiaste sur, la probabilité de voir un Français dans le top 10. Ouais et puis peut-être les petits jeunes qui sont présents, mais qui pourraient être, un peu plus encore plus présents, peut-être Romain Grégoire, bon, il fait quand même 13e des Vallées Varésines, mais il est pas dans le 3 Vallées Varésines, mais il est pas dans le groupe de tête. On Ouais, a personne dans le premier dans la première partie, c'est ça que je comprends. Écoute, je suis d'accord avec toi, je vais pas développer, je vais attaquer mes points. Voilà, vu que je suis présentateur, je distribue, ben, je me distribue la parole. Moi, fais-toi plaisir. et n'hésite pas à m'interrompre et me poser des questions. J'ai mis 3 points par ordre d'importance. Je vais commencer par Enric Mas parce que pour moi, c'est l'avertissement comportement que j'ai envie de lui mettre à Enric Mas parce que Enric Mas, il m'avait beaucoup plu. Fin 2022, quand il avait été gagné bah, le Giro d'Emilia en lâchant Pogachar, ça faut se rappeler quand même. Et, euh, et il avait été et je me demande si c'est la seule fois qu'il a attaqué de sa carrière. Il doit être dans une forme optimale ou alors sinon il peut pas. Parce que franchement, en ayant regardé le Giro d'Emilia, les 3 Vallées Varésines, je comprends pas pourquoi Henrik il attaque pas. Je sais pas, il est puni derrière, il a pas le droit. Mais en tout cas, on est sur des courses où on a vu que Pogacar était pas, pas supérieur aux autres. Donc il y a quand même beaucoup de bluffs qui s'installent entre Pogacar, Roglic. Ça se regarde beaucoup. Il y a des coureurs qui savent en profiter, qui savent attaquer, et on a Enric Mas qui reste dans les roues. Et ça, honnêtement, bah voilà, c'est sa façon de courir. Je le découvre pas, mais je trouve que c'était les moments parfaits sur des courses, sur ces courses-là d'attaquer. Il le fait pas. Enfin, honnêtement, on est au Giro d'Emilia, on est aux Trois Vallées Varesines. Si t'attaques pas là, tu vas attaquer quand, Enrico? Réveille-toi. Donc, ouais, petit coup de gueule sur Enric Mas que je voyais dans les roues. Je comprends qu'il est peut-être pas au-dessus d'eux physiquement, mais mince quoi. Vas-y, pars en facteur, fais comme Van Wilder, tente un truc quoi. Tu sais le faire, enfin fais-le. Tu sais que tu vas pas les aligner au sprint. Voilà. Ouais. Je vais pas aller plus loin parce que l'émission est longue, mais vas-y, si t'as une question, pose-la moi. Non, non, t'as raison, mais j'avais pas de question, moi, c'était plus un complément. Je suis pas dans la tête d'Henrik, mais j'ai quand même peur qu'il fasse, tu tout à fait raison, qu'il fasse peut-être un petit complexe d'infériorité. Que moi, je me souviens notamment du final du Tour de Saint-Émilie. À un moment donné, ça se tasse un peu avec Pogacar et Roglic. Là, il revient. Bon, il est à fond, mais tu vois, il peut essayer de contrer, il le fait pas. J'ai comme l'impression qu'il se satisfait de faire une très bonne place en acceptant d'être derrière, Roglic et Pogacar, parce que de toute façon, il se fait allumer au sprint à chaque fois, plutôt que de prendre le risque d'exploser et de faire une moins bonne place. Je défends pas, hein, cette, stratégie, mais je cherche à l'expliquer. Pour moi, c'est la seule, Ouais, explication, moi mais c'est pas satisfaisant.
Ouais, ouais, voilà, j'ai l'impression qu'en 2022, il était dans une forme stratosphérique et du coup, il se permettait d'attaquer et même de lâcher Mmh. Pogacar. Il avait fait deuxième du Lombardie, mais là, je le trouve, ouais, je sais pas, il est revenu très timoré, trop. En Ap tout cas, Après voilà. juste pour finir sur le cas Enric Mas, mais peut-être que les connaisseurs me répondront. Il me semble qu'il avait dit, à l'issue de la Vuelta 2022: «Pour gagner un grand tour, il faut attaquer». Donc il avait conscience, que pour gagner un grand tour en général, il faut attaquer et bah, force est de constater sur la Vuelta que bon après je pense que le pauvre il peut rien faire, hein, mais il a jamais vraiment essayé. Ou il a jamais vraiment pu, ça on sait pas trop. Mais Ouais, effectivement, c'est décevant. on va clore ce sujet-là, mais Ouais. on va aborder. Alors, moi, le deuxième point, c'était un point qu'on pourra aborder peut-être dans une autre émission un peu plus en profondeur. C'était bah, les cyclistes italiens, un petit peu pour rebondir sur ce que tu m'as envoyé, les cyclistes français. Moi, je trouve que les cyclistes italiens, même si on voit qu'ils ont fait des podiums sur la Coppa Agostini et Bernocchi, je trouve que bon, les deux courses majeures que moi j'ai regardées, c'était Valle Varesine et Giro d'Emilia. Et bon, bah voilà, il y a Filippo Zana qui va faire 7 des 3 vallées Varesines, mais il n'est pas acteur. Hem, et derrière, il y a pas grand-chose, quoi. Et bah si, il y a Ciccone sur le Giro d'Emilia, mais je trouve que c'est faible. Quand tu regardes ces courses-là, quand tu regardes avant 2015, avant 2010, il y a des Italiens sur tous les podiums. Je te parle pas des années 50 où ils raflent tout. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un il y a un il y a un creux quand même dans cette génération italienne. Bon, il y a des Milesi qui sont bons contre la monte et tout. Mais quand tu regardes un petit peu le classement PCS ou UCI, ben, meilleur italien, c'est quoi? C'est Ganna, c'est Caruso, les jeunes, ils mettent du temps à percer, quoi. Et, alors je suis encore plus inquiet que les Français parce que je sais pas s'ils ont un champion d'Europe dans l'affectif, mais j'arrive pas bien à cerner quels sont les cyclistes italiens de demain sur des épreuves de ce type, des épreuves d'un jour. Même si Zana, je pense que ouais, il est pas mal, mais en tout cas, voilà, j'en vois pas beaucoup. Et donc, il y a Nicolas qui m'envoie dans le chat. Il roule encore Bettini. Eh non, il roule plus Bettini. Ouais, Nico qui a réussi à se connecter de peut-être. Ouais, il est en Italie là déjà. Il se connecte et il nous envoie des petits messages, c'est sympa. Voilà, donc bon, les cyclistes italiens, je sais pas si on a besoin d'épiloguer, on pourra peut-être en parler un peu plus, ou peut-être que toi tu connais des jeunes Italiens, peut-être que voilà, tu t'es en déplacement comme Nico, tu fouilles, tu vas voir des petites courses de cadets juniors et tu vas me sortir des noms, mais moi je les ai pas en tout cas. Bah, en tout cas, en introduction, je t'ai pas demandé, comment ça allait, mais vu que tu tires à balles réelles, et un peu partout, je pense que ça va. Tu m'as Ouais, l'air en grande forme, ça distribue les cartouches ouais, je suis un peu et énervé là. ouais, je vois ça. Mais sur le fond, je te rejoins. Peut-être une petite, précision sur le chrono quand même, bah, Cattaneo, Sobrero, c'est quand même des mecs qui voilà, Ganna, j'allais dire Sobrero, il est italien ou pas? J'ai un doute. Oui, Sobrero. Voilà, il y a quand même sur le chrono, je trouve qu'il s'en tire pas trop mal. Sur les courses en ligne, effectivement, oui, il y a un vide générationnel, mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Mais je partage le coup de gueule. c'est bon, en tout cas voilà, j'apporte pas énormément d'explications, c'est plus une Un constatation pour le constat, moment. ouais. Et le troisième est un peu plus inattendu quand même, c'est Pogacar qui, malgré Ça continue. sa deuxième place. Non, mais c'est un petit avertissement, c'est léger. Bon, Pogacar, moi je l'adore. Mais je trouve que quand il n'est pas à son top niveau, c'est un coup de gueule aussi sur UAE. Je les ai trouvés sur les trois vallées varésines et sur le Giro d'Emilia. Et en fait, ils veulent prendre la course, les gars, et force est de constater que bah, je trouve que Jumbo il manœuvre mieux quoi. Alors ils ont peut-être des coureurs qui sont un peu plus forts dans tous les niveaux, mais bon Jumbo ils prennent pas forcément la course à leur ils essaient pas de prendre leur course pas de prendre la course et ils envoient des mecs en échappée. On a vu Kelderman, on a vu Attila, Valter et derrière il y a UAE qui roule, ils crament. Je parle des trois vallées varésines, ils vont cramer Adam Yates très tôt, donc Pogacar se retrouve seul très vite. Roglic, il a sa stratégie qui est la sienne, mais en tout cas, il l'applique à merveille. Et enfin, j'ai un moment en tête où Pogacar, il y a un trou qui se fait dans les trois vallées varésines avec, je me rappelle plus qui attaque.
si c'est Carapaz ou Vlasov, peu importe. Mais en tout cas, voilà, Pogacar et Roglic, je regarde tous les 2 et au bout d'une seconde, il craque et il fait l'effort et il prend Roglic dans sa roue, quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il essaie pas un plus de jouer avec Roglic pour voir si Roglic va faire l'effort ou pas. Et je trouve un peu trop prévisible malheureusement, donc c'est un tout petit avertissement. Il va peut-être rectifier le tir dès samedi. Mais voilà. Enfin, tu me demandes pas mon avis, mais je te trouve quand même un petit peu dur, même si je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est plus la Heu, stratégie UAE qui essaye d'assumer la course et ouais. qui va rouler tout au long de la course, qui va cramer ses cartouches les unes après les autres. Et en fait, quand je vois Jumbo qui est capable d'envoyer un Kelderman devant qui va faire rouler derrière UAE, à un moment, je me demande pourquoi, quand on a Jevine, Adam Yates, ils sont pas capables à un moment de faire douter Jumbo sur leurs intentions et d'envoyer un Adam Yates et de se dire, bah les gars, ouais, nous aujourd'hui c'est pour Adam Yates. Et Jumbo, à un moment, va devoir rouler, va devoir s'employer et derrière, Pogacar, il va avoir il aura plus de marge, quoi, plus de Alors, tout à possibilités. fait d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, les avertissements, je les donne à UAE et pas à Pogacar. Parce que Pogacar, une fois que l'UAE, son équipe a choisi de prendre les choses en main, il est un petit peu obligé après d'attaquer. Parce que tu peux pas faire rouler toute ton équipe et après attendre sagement dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est moins justifiable, quoi. Mais sur la stratégie de l'équipe, ouais, j'entends. Après, bon, Jumbo, ouais, oui, c'est les plus forts, quoi. Donc, c'est compliqué. je suis d'accord, mais je les ai trouvés un peu en manque d'imagination, même si pour eux, bon, bien évidemment, les semi-classiques italiennes, c'est pas leur objectif principal dû à eux, c'est pas l'objectif principal de la saison. On verra sur le Lombardie comment ils se comportent. Mais bon, voilà, on va accélérer, on passe tout de suite aux encouragements. Les Ouais. encouragements, moi j'ai été court, toi aussi. On a mis Carapaz et Woods. Je te laisse développer pour Michael Woods, le Canadien. Bah, moi, déjà, je retiens que, pour les avertissements, si on manque d'idées, on te fera passer, chroniqueur parce que Ouais, tu es moi j'en ai plutôt pas mal. prolixe en la matière, donc on n'hésitera pas pour les prochaines émissions. Parenthèse fermée, Michael Woods, encouragement parce que top 10 il doit faire 5 et 6, 5e sur le Tour d'Émilie et 6e sur les vallées varésines. Bah, voilà, c'est quelqu'un qui gagne pas souvent, même s'il a gagné, au Puy-de-Dôme, dans cette magnifique région qu'est l'Auvergne. Sur le Tour de France. C'est un mec que j'aime bien parce qu'il est venu tard sur le vélo. Il est jamais le plus fort, mais il est jamais très loin du top niveau. Et bah là, ce qu'il fait, c'est solide et petit bonus, il roule sur un vélo de marque Factor, donc c'est un très beau vélo. Donc j'aime bien Michael Woods. Parenthèse fermée. Ok, ouais, bah écoute, ouais, effectivement, c'est très beau, 2 top 10 à 36 ans, magnifique, rien à dire. Moi, je vais développer rapidement Richard Carapaz, comme tu le sais, et comme Nico le sait, c'est un coureur que j'affectionne particulièrement. Calapouse. Voilà, c'est un coureur que je trouve offensif, mais qui est offensif et intelligent. C'est parfois pas toujours le cas des coureurs actuels. Et il est capable de gagner quand il est pas forcément le plus fort. Euh, voilà, j'ai les JO en tête, il y a plein d'autres courses. Et ça, c'est fort, moi. J'aime bien cette caractéristique de Richard Carapace. Donc, bon, il n'est pas passé loin au 3 Vallées il finit deuxième parce que Van Wilder attaque en facteur, mais derrière lui, bah, il en met une. Et voilà, en fait, il incarne tout l'inverse de ce que fait Henrik Mas, c'est-à-dire que je pense il est à un très bon niveau actuellement, il est en train de revenir à un très bon niveau, donc c'est top. Il fait partie des 4 meilleurs avec Henrik Mas et Pogacar et Roglic sur les épreuves italiennes. Mais même s'il n'est pas au-dessus, bah, il va pas réfléchir. S'il voit que ça se regarde, il va jouer son va-tout. Et je trouve qu'il court de manière très intelligente. Donc voilà, je pense que ça sera le sélectionneur de l'Équateur plus tard et qui va faire rêver des générations d'équatoriens. Voilà, ça c'était mes petits encouragements pour Richard Carapaz et j'espère qu'on le verra à la manœuvre dans le Tour de Lombardie. Yes. Bah écoute, si t'as pas de, je sais pas si t'as une petite remarque à ce niveau, sinon on continue tout de suite avec les fixations. Heu, Bah, moi, j'aurais donné un petit surnom à Carapace, c'est Boomerang. Effectivement, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, c'est un peu l'exact opposé d'Enric Mas. C'est un vrai coursier qui prend le risque de perdre. Une fois sur 2, il se prend un énorme retour de bâton. Je pense Ouais. à Paris-Nice, je pense au Dauphiné. Mais bah, quand il prend pas de retour de bâton, généralement, il gagne ou il fait podium. Donc voilà, parfois, il faut savoir prendre des risques pour gagner. Donc je suis pas trop fan de la personne, mais j'avoue que le coureur, j'aime bien.
Eh beh, écoute, le sujet est clos et je partage bien évidemment ton avis sur le cycliste. On continue tout de suite, avec les félicitations, de la semaine. On va faire court, donc toi tu as mis les courses italiennes, et Alexis Guérin, là tu es dans tu voilà, tu es parti, un peu loin, mais je te laisse nous expliquer. Bon moi j'ai été très, j'ai pas cherché, hein, j'ai pas travaillé, j'ai mis les 2 premiers, ceux qui ont gagné, Van Wilder et Roglic. Voilà, manque de travail, qu'est-ce que tu veux? Non, je développerai, mais très rapidement. Si tu veux, je développe tout de suite, Bah, vas-y, hein, comme je ça sera commence. fait. Van Wilder, parce que je trouve qu'il est en progression. Le coureur belge, qui avait été, je trouve, un petit poil décevant sur le Giro en début d'année, où on se demandait s'il allait pouvoir être bon suite au départ de Remco dans son équipe. Et je l'avais trouvé un peu légèrement décevant, on va dire. Là, voilà, sa fin de saison, elle est magnifique et il est dans le groupe de tête des 8 meilleurs sur les 3 vallées varésines. Et lui, à l'image d'un Carapace, à un moment, ça se regarde. Il comprend que ça va se regarder parce que Pogacar et Roglic, il n'y en a aucun des deux qui est plus fort. Et voilà, il part en facteur. Et grand bien lui en a fait, puisqu'il a été gagné. Il a fait son petit contre-la-montre de 10 bornes, il a gagné. Donc franchement, félicitations à lui. Et Roglic, c'est parce que ouais, c'est pas le coureur quand le fait le plus. C'est pas le coureur qui. C'est voilà, ouais, il compte ses relais, il compte les moments où il est devant. Mais bon, c'est sa 80e victoire en carrière quand il gagne sur le Giro d'Emilia. Et en fait, c'est un artiste il a un domaine de prédilection. Bon, c'est un coureur extrêmement complet, hein. Champion du monde de chrono, champion olympique de chrono. Donc Yes. il sait tout faire et il gagne des tours et tout, mais en tout cas, bon, on sait qu'il faut pas l'amener dans les derniers kilomètres parce que il gagne, il l'a fait sur le Giro d'Emilia et je trouve ils ont bien maîtrisé l'équipe UAE, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Bon, sur les trois vallées varésines, ça n'a pas fonctionné, il aurait peut-être dû la jouer différemment. Mais voilà, c'est pas un énorme félicitation, mais je trouve que voilà, puis par rapport à sa saison aussi qui est incroyable. Donc je vais pas développer plus, mais voilà, il a tout gagné cette année et il le prouve encore face à Pogacar sur Giro dell'Emilia. Aucune contradiction à apporter, à tes Ah là là. félicitations. Allez, vas-y, fais-nous plaisir sur les courses italiennes et Alexis Guérin. Par contre, moi, j'ai bossé un petit peu, Ouais, donc je me suis pas arrêté aux 2 vainqueurs, des épreuves. Je suis allé un petit peu plus loin dans les classements. Merci, Pro Cycling Stats et ouais, 2 choses, la première, Alexis Guérin, parce que j'ai critiqué les Français tout à l'heure. Je pense que pas grand monde le connaît. Je le connais pas personnellement, hein, je connaissais juste de nom. Sur cette campagne italienne de fin de saison, il est pas mal du tout. Il fait même partie des meilleurs Français, alors que c'est un mec qui court en Conti, dans une Conti belge. De mémoire, c'est Bingol, ouais. je sais pas si je le prononce bien. C'est un mec qui était passé, qui était repassé par les amateurs après avoir été pro en début de carrière. Donc, une trajectoire un peu, c'est pas le seul à avoir connu cette trajectoire, mais, avoir des résultats à 31 ans après être passé amateur, c'est pas mal. Et juste pour donner des chiffres, hein, je les ai notés, il faut que je reprenne mes notes. Alors, il a fait 24 sur le Tour d'Émilie, 21 sur la Coppa Bernolchi, je le prononce très mal, Copa et Bernocchi. 46 sur les vallées varésines. Donc, c'est pas des résultats de fou, mais je pense que si tu compares aux autres Français, il fait partie au moins du top 3. Il avait fait 21 à Ploué, qui est une World Tour, enfin c'est plus Ploué, c'est Bretagne classique, je sais pas quoi. Ouais, Bretagne classique. Et il avait gagné en début de saison, sur la semaine internationale, Coppi et Bartali. Donc, bon, je pense que parfois, il faut aussi saluer les mecs, qui courent en Conti à un échelon inférieur et qui arrivent quand même à faire des beaux résultats, sur des courses, relevées. Et ça fait la transition avec mes deuxièmes félicitations, c'est que les courses qu'on commente ne sont pas des courses World Tour et pourtant, et c'est pour ça que je tenais à le souligner, ce sont des courses avec une énorme densité. Encore une fois, source Pro Cycling Stats. Les vallées varésines, c'est en termes de densité de coureurs, de points, donc c'est un peu l'équivalent des points UCI, c'est la 10e course de l'année et le Tour d'Émilie, c'était la 19e. Ah, Donc c'est ça veut énorme. dire c'est énorme. C'est devant, plein de courses, World Tour. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est bien passé sur la fin de saison? Est-ce qu'il y a la proximité géographique avec le Tour de Lombardie derrière?
Je sais pas quelles sont les raisons précises. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que parce qu'il fait beau en Italie? J'en sais rien. Mais, en tout cas, c'est des super plateaux et ça donne envie de les regarder. Enfin, quand tu as tous les cadors mondiaux, bah, ça donne envie de regarder. Enfin, moi, ça me donne envie de regarder, ces courses, même si la course en tant que telle est pas World Tour. Ouais, et puis là, les parcours sont sympas parce que ça peut convenir à des grimpeurs punchers. Bon, je Mmh, pense que tu as les raisons, tu les as évoquées, c'est la proximité avec le Tour de Lombardie, même si on est sur des efforts différents parce que le Tour de Lombardie, ça sera des montées beaucoup plus longues, mais ça mmh. permet quand même d'arriver dans les meilleures dispositions. Et en tout cas, oui, franchement, c'est très agréable à regarder. Dommage que la réalisation soit pas toujours au top, mais bon, c'est On comme a un ça. problème avec les réalisations, je pense. Ouais, non, mais là, c'est. Ouais, ouais. Mais ok, bah écoute, non, je partage ces courses italiennes qui prennent de l'importance semi-classique depuis quelques années. Bah écoute, je te propose qu'on bascule tout de suite sur le gros sujet du jour, le Tour de Lombardie. Et ben le Tour de Lombardie, bah, tout de suite, c'est le parcours. Donc le parcours du Lombardie, il s'affiche. Ça sera une édition où on part de Côme et on arrive à Bergame. Ça sera exactement le même parcours qu'en 2021 où c'est Pogacar qui a remporté le Tour de Lombardie devant Masnada, qui est de Bergame d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui est important, c'est qu'on a le Passo di Ganda, qui fait 9 km à 7%, avec les 3 derniers kilomètres qui sont plus durs, près de 9%. Donc au sommet du Passo di Ganda, on sera à 30 km de l'arrivée. Et ensuite, il restera le Colle Alperto, 1 km 3 à 7,2% avec quelques passages pavés. Et ensuite, on se jettera sur Bergame. Donc voilà, j'avais une petite photo du Passo di Ganda. Comme tu peux voir, la première partie est 6,6% et la fin c'est du 9,8% sur les 3 derniers Je ne kilomètres. vois pas, mais, je te crois, je te fais confiance. Et ben c'est le principal, crois-moi. Donc c'est dans ce Passo di Ganda que Pogacar était parti en 2021. Je t'ai fait une petite présentation tout de même sur les palmarès des 10 dernières années. Donc, ce que je voulais juste noter, c'est que j'ai noté les 3 années où on est arrivé à Bergame, 2014, 2016, 2021. 2014-2016, le parcours était quand même différent. 2021, il était identique. 2021, je te rappelle le podium, c'était Pogacar deuxième, Fausto Masnada troisième, Adam Yates. Et je te rappellerai uniquement le podium de l'an dernier où Pogacar a gagné sur le parcours inverse, puisque cette fois-ci on part de Bergame, on arrive à Côme. Mmh. Et devant Enric Mas qui était en grande forme à l'époque. Enric Mas qui l'avait battu juste la semaine d'avant sur le Tour d'Émilie, mais qui avait perdu contre Pogacar Tu au l'as dit tout à Lombardie. l'heure, ouais. Et Landa qui fait top 3, Landa qui avait réussi à les suivre. Voilà, ça c'est un petit peu pour la présentation générale. Donc on est dans une année un peu particulière, on arrive à Bergame, on voit que ça sera uniquement la quatrième fois sur les 10 dernières années, même 11 dernières années. Donc peut-être un parcours un peu moins dur, reste dur, hein, mais un peu moins. Les difficultés sont plus éloignées de l'arrivée. Suite à cette présentation, bah, je te pose la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Tadej Pogačar, le Slovène de l'équipe UAE, va-t-il être capable de réaliser le triplé après sa victoire en 2021-2022? Eh bien, je te laisse nous dire un petit peu ce qui va en être et nous dévoiler la course de samedi. Ouais, donc je suis allé consulter, ce matin très tôt madame Irma Ouais. pour avoir le classement de l'épreuve. Ce qu'elle m'a rappelé en guise de préambule, c'est qu'on a quand même, 4 646 mètres de dénivelé positif. Donc moi qui ne suis pas un grimpeur, ça me parle, c'est énorme. C'est bien supérieur à toutes les étapes de montagne qu'on peut trouver par exemple sur le Tour, hormis peut-être celle de Courchevel avec le col de la Loze. Donc c'est clairement un parcours, même si effectivement après tu reparleras peut-être de la spécificité des ascensions et de l'éloignement, de la principale ascension avant l'arrivée, mais ça reste quand même une course pour des grimpeurs, voire des très bons grimpeurs. Je Voilà, te ça coupe, on c'était est sur pour la 240 précision. km aussi, hein. 240 km de distance, 4500 de dénivelé. Oui, oui, mais bah, dans tous les cas, les 4 646, que ça soit sur 180 ou 240, il faut les monter. Pas faux. Donc ça joue et après parce que tu m'as demandé de faire un pronostic. Alors j'ai été, Alors très méthodique. le prono est J'ai surtout. procédé par élimination. Vas-y, explique-nous. Hem, donc voici ma méthode.
toujours à partir, des classements des précédentes, Je peux te épreuves italiennes qu'on a commentées. Oui. je te coupe juste pour rappeler qu'on aura quand même un plateau de dingue, samedi puisque il y aura Roglic, il y aura Pogačar, il y aura Remco Evenepoel, on aura Mas, Carapaz, Vlasov, j'en oublie d'autres, Adam Yates, Simon Yates. On aura un plateau qui est extrêmement dingue et on aura surtout les 3 fantastiques, si on peut les appeler, Roglic, Pogačar, Remco Evenepoel. Je te laisse Voilà. continuer. Il commence à y en avoir beaucoup des fantastiques. Bref. Donc je disais, ma méthode, très simple, j'ai pris les vallées varésines et le Tour d'Émilie, qui sont quand même des épreuves difficiles, sans forcément les mettre au même niveau que le Tour de Lombardie, bien sûr. Quels sont les hommes en forme? Eh bien, écoute, il y en a 6. Il y a 6 coureurs qui, à chaque fois, ont fini dans le groupe de tête, donc qui se tiennent en moins de 20 secondes. Roglic, Pogačar, Mas, Vlasov et Carapaz, que tu as déjà cité. Tu en as oublié un, malgré que je lui ai accordé les encouragements. Michael Woods. Donc, clairement, les 6 mecs en forme, ce sont eux. Et donc, ça sera un 6+1. 6+1, et tu l'as aussi cité, c'est que si Remco vient en Lombardie, c'est pas pour faire du tourisme, ou après peut-être, mais pas pendant l'épreuve. Donc, pour moi, il y a 7, la victoire elle va se jouer entre ces 7-là. Et après, deuxième étape de ma méthode, j'ai procédé par élimination. Tu as 3 mecs au-dessus du lot, Roglic, Remco et Poggi. Le risque, c'est mon parti pris, et c'est ce que m'a sous-entendu Madame Irma, c'est qu'ils vont se regarder. Ils vont se regarder, ils vont pas réussir vraiment à se lâcher. Ce qui veut donc dire que je les élimine. Il n'en reste donc que plus que 4 pour la victoire finale. Mas, Woods, Vlasov et Carapaz. Mas, je vais remettre une petite couche. Il risque pas d'attaquer. Si ça arrive au sprint, il risque pas de gagner. Donc je l'élimine. Il en reste 3. Woods, Vlasov et Carapaz. Woods, je l'aime bien, j'ai accordé des encouragements. Malheureusement, Woods sprint, ça va pas très vite, donc je l'élimine. Il ne m'en reste donc plus que 2. Carapaz et Vlasov. Les deux ont une petite pointe de vitesse. J'ai dû trancher. Madame Irma m'a encore une fois aidé. Elle m'a dit Carapaz, parfois il est inconstant. Carapaz, il est moins fiable que Vlasov. Donc moi, j'en ai déduit Alors et attends, interprété que c'est Vlasov qui allait gagner. alors tes comptes d'apothicaire, c'est très sympa, Ouais, on je fais un prend, peu on de tire. compta, moi, tu sais. Ouais, ouais, bah, là, je vois que tu en fais de la compta parce Mmh. que c'est beaucoup de compta, mais moi, j'ai envie de te parler des faits. Écoute, on va être Ouais. dans le Passo di Ganda, le col qui a à son sommet, il nous restera 30 kilomètres avant l'arrivée. C'est le col, Mmh. le dernier grand col de la journée. Tu vas m'expliquer ce qui va se passer pour que Vlasov soit en tête. Qu'est-ce qui se passe? Les trois derrière, les trois grands favoris se regardent et Vlasov attaque et personne n'y va? C'est comme ça que ça va se passer? Alors ça, madame Yermal m'a pas précisé, Ah je ouais, suis désolé. ouais, parce que tu as juste fait de la compta, quoi. Non, mais ce que je veux dire dans mon scénario, c'est que même si les 3 se détachent à la pédale, une fois qu'ils basculent, il reste de la borne. Donc, comme tu l'as dit, est-ce que Pogacar va emmener sur un plateau, Remco et Roglic? Je ne pense pas. Est-ce que Remco va proposer du derrière Remco? Peut-être, mais je pense qu'il n'arrivera pas à lâcher Pogacar et Roglic. Donc, ça serait plutôt favorable à un regroupement. Et donc, s'ils sont pas loin, et je pense qu'ils seront pas loin, des mecs comme Vlasov, Carapaz ou Mas pourront recoller. C'est un peu ce qu'on a vu sur le final du Tour d'Émilie. Pogacar a attaqué, il y avait Roglic dans sa roue, Carapaz était pas loin, Mas est revenu. Donc là, alors, ok, je suis d'accord, hein, c'est pas le même type d'effort, mais je vois un scénario assez similaire. Alors, pour le coup, partage moyennement ce que tu me dis. Ah bah enfin, il y a un peu de débat, Ouais, ouais, il y a un peu de vas-y. débat parce que il y a ce parcours-là, je pense qu'il offre différentes possibilités de tactique et de course. En plus, tu arrives Euh, à me faire 15 scénarios. ouais, il y a beaucoup de scénarios. C'est important d'avoir des Ah scénarios. mais il faut s'oublier, il faut faire un prono. Ah, mais attention, je vais t'en faire des pronos. Mais écoute, tu as un mec comme Remco, s'il est capable de suivre Pogacar et Roglic dans le Passo di Ganda, il peut attaquer dans le plat. Il y a à peu près 12 bornes entre la fin de la descente et la dernière petite bosse. Donc il a la capacité d'attaquer. S'ils ont le malheur de lui laisser 5 mètres, ça peut aller jusqu'au bout. Donc Remco a cette carte-là. La carte de les lâcher dans le Passo di Ganda, je pense pas que Remco en soit capable. Pogacar, il peut les lâcher dans le Passo di Ganda, si c'est du grand Pogacar. On ne l'a pas vu sur les trois vallées varésines et le Giro d'Emilia, mais l'an dernier, sur le Giro d'Emilia, il était moins fort que Mas. Au final, sur le Lombardie, il était au niveau.
il sera peut-être en forme montante, et puis on est sur des efforts un peu plus longs. Mais on est d'accord que c'est pas du grand Pogacar. Euh, il peut gagner au sprint aussi, Pogacar, il est capable. Trois-Vallées Varézine l'an dernier, il règle un groupe. Et Roglic, Roglic, il a la possibilité d'attendre jusqu'au bout parce qu'il peut gagner le sprint. Et de toute façon, il attaque jamais, donc Roglic, moi je le vois pas arriver seul. Cela étant dit, j'ai pas dit grand-chose. Oui, Je rajouterais juste qu'il y a encore un petit facteur en plus de la petite bosse d'arrivée, le Passo di Ganda et le replat, où il y a trois moments, trois scénarios, enfin trois moments clés. Il y a aussi la descente, qui est pas simple. L'an dernier, il y a 2 ans, Roglic, il avait failli tomber, il se calme et c'est pour ça que Masnada revient. Donc il y a quatre moments du parcours, voire 5 si je compte le sprint, où il peut se passer quelque chose. J'ai toujours rien dit en disant ça. Tout ça, tout ça pour dire que, euh, étant à la place de Pogacar, et ayant une équipe qui va sûrement être très forte avec, je ne sais pas s'il y aura Ayuso, mais il y aura vraisemblablement Yates, il y aura sûrement Jevine, je pense que son intérêt sera d'éliminer le maximum de personnes dans le Passo di Ganda comme il l'a fait l'an dernier, en espérant, alors l'an dernier il s'est retrouvé uniquement avec Mas et Landa. Je pense que son intérêt, lui, c'est potentiellement de se retrouver qu'avec Roglic à 2 ou à 3. Et sur un sprint à 3 avec Roglic, il est capable de le battre. Si ça n'arrive pas en montée, ça arrive dans le plat. En tout cas, il aura sa carte. Et éliminer le maximum de personnes, en partie Remco, parce que Remco l'avoir dans le plat, je pense que personne ne le veut. Donc moi, je pense que le rythme dans le Passo di Ganda sera très fort et ça permettra, on verra vraiment si des mecs comme Vlasov peuvent suivre, ça j'en suis pas convaincu. Donc, moi, voilà, je vais me mouiller. Il y en a un qui, je pense qu'il va être embêtant, c'est ce Carapace, parce que si Carapace, il est pas lâché par les grands favoris dans le Passo di Ganda, c'est le genre de gars qui peut attaquer, soit dans la descente, soit dans le plat. Euh, et, euh, et être, et aller jusqu'au bout. Donc, il faut que je fasse un prono. J'aime pas ça. C'est pas simple. Mais non, tout ça pour dire que je vois une montée extrêmement rapide. Et je vois Carapaz. Je vois Carapaz. Je sais pas s'il va suivre quand même le petit Carapuce là. Je sais pas, je sais pas. Non, ouais, allez, je vais dire Carapace. Je vais dire Carapace, il faut se mouiller. Je vois une montée extrêmement rapide, je vois vraiment un groupe de 2 ou 3 en haut, et derrière, ça va se jouer, ça va pas se jouer au sprint. Il y aura un des mecs qui va réussir à partir, et je vais dire Carapace. Ah, allez, on y croit. Carapace qui part dans le plat, et ça se regarde derrière. Pas sûr. Ouais, j'ai du mal à me convaincre moi-même. Mais on est en direct, hein. ouais, ouais. On tourne. J'ai du mal à me convaincre moi-même. Allez, non, on verra, mais je pense honnêtement qu'ils vont être très peu en haut et je vois pas Vlasov. Et ouais, je dis Carapace parce qu'il aura une chance une carte à jouer, mais je sais pas s'ils vont lui laisser beaucoup de marge. Mais voilà, je valide mon prono. Carapace, ça sera pas Pogacar, il va pas réaliser le triplé. Voilà, c'est validé. Je me suis convaincu. Très bien, Pedro. Félicitations pour C'est 800 scénarios. toute cette réflexion pour aboutir à un choix dont t'es pas vraiment sûr. Mais c'est bien, c'est la magie des pronostics. Et en nous disant que ça allait monter vite, oui, ben, on pouvait l'imaginer que ça allait monter vite. Mais si Carapace gagne samedi, ben écoute, je n'aurai qu'à te féliciter. Petite remarque pour conclure. Enfin, c'est peut-être pas à moi de faire la conclusion, mais T'as pas envie de débattre un petit peu avec ce scénario rapidement? Non, c'était trop long, donc globalement, je partage, hein, que ça va monter vite et pour moi, en fait, tu as dit d'une autre façon que, bah, tu avais 3 mecs au-dessus, mais que, ben, Oui, ils vont se ils auraient du regarder, mal à ouais. se départager Hmm. et donc s'ils se départagent pas, oui, c'est quelqu'un comme Carapace ou comme Vlasov, hein, dans mon raisonnement, méthodique, il en restait 2 à la fin, Vlasov ou Carapace, donc on arrive à peu près aux mêmes, conclusions, donc non, non, j'ai pas de remarques particulières, par rapport à ce que j'ai, entendu. Je souhaitais juste partager une dernière stat, parce que du coup, je t'ai dit, j'ai On passé un va petit peu de conclure temps sur sur cette stat du coup. TCS. À toi d'en juger. C'est que alors c'est peut-être anecdotique, mais qui est le numéro 1 mondial? Pogacar, Yes. Qui est le numéro 2 mondial? Remco.
Roglic, Vingegaard. Vingegaard. Et donc justement, pour la troisième place, il y a encore un petit peu de suspense. À savoir qu'au classement UCI, Remco est troisième avec, de mémoire environ 400 points d'avance sur Roglic. Or, le vainqueur d'un monument gagne 800 points. Donc pour le faire simple, s'il y a 3 ou 4 places d'écart entre, Roglic et Remco, à condition que Roglic fasse un ou 2, Roglic peut repasser sur la troisième place du podium. Est-ce qu'il y accorde une importance? J'en sais foutrement rien, mais je tenais à montrer que j'ai travaillé et donc je vous livre cette statistique. Ouais, parce qu'honnêtement, je sais pas vraiment si c'est quelque chose qui regarde. Même s'il y a une époque, peut-être que tu te rappelles qu'il y avait quand même un maillot distinctif quand tu étais premier du Ouais, classement. Et ça, c'était quand même l'hiver de la sympa. coupe du monde. Et Ouais. ouais. Bah écoute, sur cette stat, bah, tu nous apprends quand même quelque chose. On va conclure l'émission. Je pense que je ne serai plus chroniqueur parce que moi, c'est trop long. J'ai trop d'idées, ça bouillonne, mais il n'y a rien qui se passe. Écoute, je te propose de clôturer l'émission et bah, d'ici ça me laisse. Moi je te garde pour les avertissements, hein. Je trouve que Ouais. ça produit. Tu vas avoir quelques réclamations, d'ici l'apparition de l'émission. Je pense qu'il y aura des mécontents, mais c'est bien. Pour le coup, là, tu t'es mouillé, là. Et ouais, c'est comme ça. Bah écoute, Pedro, on en reparle d'ici une semaine ou deux. Et puis, ben, en attendant, j'espère que pour toi, tout roule, hein. Ouais, tout roule. Merci pour cette émission. Ciao Pedro. Ciao, Pedro!